ville de mon enfance et de ma jeunesse. C'est là que j'ai été à l'école et au lycée et que j'ai beaucoup d'amis. Bien, j'avais préparé, je ne termine jamais je n'arrive jamais à terminer aucun article, aucun texte, mais j'étais partie sur autre chose quand Petar m'avait invitée. Et puis, entre-temps, il se trouve qu'un très grand philosophe de Belgrade est mort il y a 1 mois et quelques jours. Son nom est Radomir Konstantinović, celui d'en haut. Donc je vais un peu parler de lui et je vais essayer de l'insérer dans mon cadre de pensée pour esquisser seulement quelques possibles, quelques possibles voies de sortie de la... Stavim baš naslov ili šta da stavim? Nema veze, nije važno, naslov ne treba. Pa ne, Hvala. ovo da Ne skinem. treba, ne, ostavite ovo, molim vas. Hvala. Donc, je vais esquisser quelques scénarios de sortie de là où on est aujourd'hui dans les pays yougoslaves. Je pense que ça va intéresser quelques personnes. Alors, comme je voudrais en arriver à la fin à parler d'un projet qui est celui du tribunal des femmes et la justice transitionnelle des femmes, qui est un projet des femmes en noir. Et comme je crois que je n'aurai pas le temps de terminer, je fais circuler la traduction de leur programme que vous pourrez étudier après si vous le voulez. Voilà, il y a quelques... Mais c'est en français, c'est pour... à l'intention de nos francophones. Alors au départ, je vais d'abord vous décliner la structuration de mon papier, je n'aurai pas le temps de tout raconter. Je pensais partir j'avais un chapitre « Civiliser la violence » à partir d'Étienne Balibar pour dire que la violence ne peut pas être éradiquée, mais peut être éventuellement civilisée entre guillemets et que là est tout le problème. Il y a un bon film de Wim Wenders qui parle de cela, c'est-à-dire, il s'appelle The End of Violence, et il montre comment on ne peut jamais donc éradiquer la violence. Après, je parlerai de Radomir Konstantinović. Non, entre-temps, j'avais un chapitre sur l'immunité chez Roberto Esposito, que je n'arriverai pas vraiment à développer, mais c'était pour montrer les alternatives d'une immunité qui n'est pas destructrice et autodestructrice. Donc il y a chez lui l'exemple de... l'exemple et la métaphore de la maternité dans le sens de l'accueil de l'autre en soi. Après, j'allais parler de Radomir Konstantinović, je vais y revenir, et du concept de la palanca, c'est-à-dire le bourg, la philosophie de bourg, c'est ce livre-là, Philosophia Palanque, la philosophie de bourg. Et mon grand regret, c'est de ne pas être arrivé à faire traduire ce livre dans une quelconque langue à l'étranger. J'ai juste fait passer 3 chapitres, 3 en France et 1 en Italie. Et ensuite, j'allais terminer, c'était l'origine du titre de mon intervention, sur la non-adhésion, le détachement, la non-appartenance, la désidentification, et j'allais le faire à partir de Gandhi, et puis j'ai un chapitre à partir du bouddhisme du premier bouddhisme plus ou moins, sur ce que j'appelle la déviolence, pour dire que c'est quelque chose qu'il faut saisir avant
la dichotomie violence et non-violence, qui d'ailleurs n'est pas une bonne dichotomie, puisque c'est une fausse dichotomie. Si j'ai le temps, je vais développer ça. Ensuite, j'aurais eu, mais je ne l'ai pas terminé, je ne l'ai pas travaillé, un chapitre sur Darko Suvin, qui est un autre, celui-là est encore en vie, un vieux monsieur, qui fait un très très bon travail assez détaché, je veux dire, il a la perspective du regard éloigné, un bon travail sur la Yougoslavie socialiste et la critique du parti, des institutions, et pourquoi cela n'a pas marché. Donc c'est excellent comme travail. Et là aussi, je ne suis pas arrivée à intéresser des gens à le faire passer en français en tout cas. Sinon, il a beaucoup de publications en anglais, bien sûr, puisqu'il a travaillé au Canada. Et ensuite, j'allais en venir au dernier chapitre que je n'aurai sans doute pas le temps de développer, et qui est la violence contre les femmes et la guerre, pour essayer de montrer aussi comment cette violence contre les femmes fait partie d'un ensemble avec tout ce dont nous parlons ici, la violence à grande échelle et la violence à petite échelle. Eh bien, ça fait système. Et c'est pour ça que je vous fais circuler le projet des femmes en noir de Belgrade sur un tribunal à établir, un tribunal des femmes. Bien, alors civiliser la violence, en effet, la violence ne peut pas être éradiquée. Pour moi, je disais dans des travaux que j'ai faits sur la violence, c'est que la violence vient chez certains sujets en réaction au fait de ne pas être autogénéré, de ne pas pouvoir établir sa propre origine, d'être né de l'autre. Ça me paraît assez évident, et c'est là le lien entre les problèmes de genre, les conflits entre les sexes et la violence de manière générale. Et puis, je m'intéresse à la violence épistémique, et c'est à ce propos que je parlerai de Konstantinovich dans un instant. Le grand souci, dit en mots de tous les jours, sans faire de la philosophie, c'est qu'on voit que la paix et le bonheur des uns peuvent faire la violence et le malheur des autres. C'est surtout ça qui est tout à fait désespérant, n'est-ce pas? Et c'est de ce cercle vicieux qu'il faut sortir, et aussi de cette dichotomie. Donc pour le régime épistémologique, mettant l'Occident au centre de l'univers et incapable à sortir de l'autoréférentialité et de se dépasser, le régime épistémologique dominant prétend cependant à la neutralité. C'est celui dans lequel nous avons tous été formés plus ou moins. Cette supposée neutralité est suggérée par une association qui est très facile entre l'universel et le pouvoir. Le régime épistémologique prévalant ne permet pas de rendre compte des diversités historiques, des différents conflits réels, puisqu'il mesure cette hétérogénéité à un idéal de totalité, qu'il l'affirme ou qu'il le nie. Et alors, ce qui intervient aussi dans ma réflexion, mais je n'aurai pas le temps de développer non plus, c'est que pour l'Europe aujourd'hui, il me semble que deux temps historiques se télescopent et deviennent contemporains dans notre présent, alors qu'ils n'étaient pas synchroniques. C'est donc par un aplatissement de la dimension historique et temporelle, c'est la fin de la guerre froide et la décolonisation, qui nous arrive à la figure dans un temps à peu près le même. Voilà, et il y a là des effets de karma au sens philosophique indien, comme si parfois le karma des autres collait à nous. Et là, je passe. Voilà, alors cela nous amène à penser ou à devoir traiter de deux héritages en même temps, de deux
passer en même temps la modernité et le seuil de 1989 dans la nouvelle mise en forme de la société, comme s'ils étaient simultanés. Ensuite, je saute Roberto Esposito. Bien, la palanca. Donc, palanca, que je traduis par Bourg, la philosophie de Bourg, livre publié en 1969. Sinon, Radomir Konstantinović est aussi un écrivain et un dramaturge. Il a des choses importantes dans son œuvre littéraire. Ce livre, je dirais que c'est un livre philosophique, mais il n'appartient à aucun courant, à aucune école. Tu écris Bourg comment, excuse-moi? Bourg, B-O-U-R-G, non? Le village? Je vais en parler, justement, ça n'est pas le village. C'est mal traduit en italien ainsi. La philosophie des villages, ils m'ont traduit, c'est mal traduit. Ils n'ont pas voulu m'entendre. Donc c'est un philosophe original tout à fait éblouissant qui a décortiqué le fonctionnement de notre modernité yougoslave à nous. Il a travaillé en particulier sur la littérature serbe et sur le nationalisme dans la littérature et également sur les effets rhétoriques dans le langage, dans les discours politiques, etc. Mais c'est surtout par la littérature. C'est bien sûr un antinationaliste sans compromis. Il soumet à la critique de la modernité dans ses aspects pervers, dont le nationalisme, au-delà de ses formes socialiste ou capitaliste. C'est en le lisant que j'ai compris que le socialisme et le capitalisme étaient enfin le socialisme réel existant et le capitalisme réel étaient en fait des formes équivalentes de notre modernité. Il n'est pas antimoderniste, il n'est pas passéiste, il n'est pas de ces romantiques classiques ayant tourné le dos à l'industrie et à l'urbanisation. Il ne cherche pas de modèle primitif, etc. Dans son travail, la critique politique est inhérente et implicite, plus rarement explicite, mais il faut savoir le lire, il faut apprendre à le lire. Elle est claire, elle vient d'un désillusionné et sceptique qui ne se positionne jamais sur le plan idéologique. Alors, il aborde le grégarisme, le nationalisme, la bêtise humaine et l'esprit de clocher. Il ne croit pas en la fiction de l'unité de la nation, ni à la charge émotionnelle et symbolique qu'on lui insuffle. Il pense que c'est pernicieux. Il dénonce le meurtre ou l'intention de meurtre sur lequel la fiction de l'unité repose, leur refoulement et le manque de responsabilité qui est leur corollaire. C'est-à-dire que l'unité de la nation est une fiction opportuniste. Il se désidentifie tout le temps lui-même. Il a tendance à vouloir lâcher prise, je parle toujours de Konstantinović, de vouloir lâcher prise par la non-adhésion, la non-appartenance, et se mettre en suspens. Se mettre en suspens. Alors là, ça me rappelle beaucoup de choses que j'ai appris en philosophie indienne, mais je passe. C'est-à-dire que la responsabilité doit commencer par nous et doit commencer par l'individu aussi. C'est un travail de critique épistémologique, un travail un travail d'antipatriarcalisme et antimachisme, je ne sais pas comment dire, antinationaliste, ça va ensemble. Faire défection est la seule solution dans la palanca, dans le bourg. Je vais arriver maintenant à la définition du bourg.
Donc faire défection, il faut s'imaginer se construire sans appartenance à la nation. Je vois sa résistance comme principalement épistémologique, je le disais, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir, selon lui, choisir autre chose plutôt que ce qui nous est proposé, n'est-ce pas? Parce que ce qui nous est proposé, moi, ce qui m'est proposé tous les jours encore, c'est êtes-vous serbe ou croate, hein? On doit pouvoir choisir autre chose. Voilà. Alors, donc, le concept de palanka que je traduis par bourg, c'est le terme utilisé par Konstantinovitch pour désigner un état d'esprit, justement non pas un bourg, une bourgade existante, un état d'esprit et une situation sociale et historique qui est un entre-deux, une période de crise de la modernité, qui est indéfinissable et surtout irréalisable, et qui est la possibilité de toutes les possibilités, mais qui n'est pas vue en cela comme la source d'un espoir. La palanka, le bourg, peut déraper ou non en violence. C'est un point zéro vu par un sceptique. Et il a vu toute la parenthèse yougoslave comme une palanka. Et alors je dois rappeler seulement qu'il n'a pas travaillé seulement sur la Yougoslavie socialiste, mais il a travaillé sur la littérature serbe entre les deux guerres, principalement, n'est-ce pas? Donc il a un livre en 8 gros tomes comme ça, la langue, la lettre et la langue et lettre, Luce Jezik, lettre et la langue. Et c'est aussi un homme de radio, il a beaucoup travaillé à la radio. Il a fait un concept de ce terme un concept philosophique de ce terme de palanka, et à partir des années 69, quand le livre a été traduit, nous l'avons lu, nous n'avons pas tout de suite, en tout cas pas moi, compris que cela parlait de nous. Hein? Nous ne nous voyions pas là-dedans, nous ne nous y reconnaissions pas, mais disons qu'il a anticipé des choses qui nous sont venues après, comme ça fait 20 ans que je travaille avec lui et que c'est le penseur qui m'a expliqué ce qui s'est passé en ancienne Yougoslavie. Dans le langage ordinaire, palanka désigne une agglomération mentalement provinciale qui est ni ville ni village. Et alors la palanka, elle a désormais été réalisée, le bourg a été réalisé, et l'équilibre précaire du bourg a été rompu. Là où on est sombré dans la violence, ce terme central de bourg, de palanka, dans le langage ordinaire, je disais, signifie bourg et province, mais chez Konstantinovitch, cela signifie, je cite, la forme élevée au niveau de concept de la cristallisation d'une société non encore entièrement intégrée. Je suppose que c'est une citation puisque je l'ai mis en italique, mais je ne vois pas les guillemets. Bon, de toute manière, c'est une société qui sort à peine, et pas tout à fait, de la culture traditionnelle, entre guillemets pour lui aussi, pour tenter une première urbanisation. Il parle d'une première urbanisation, surtout entre les deux guerres, mais aussi après la Deuxième Guerre mondiale, la Yougoslavie socialiste. Que se passe-t-il dans les années 50-60 surtout? Eh bien, les campagnes migrent vers les villes, les grandes villes, Belgrade et d'autres villes. Et c'est là, dans cette situation, dans cette première urbanisation, qu'une civilité ou une civilisation, il dit civilisation, entre guillemets, tente de se mettre en place, et c'est là qu'apparaissent des conflits. Il est important de comprendre que ce bourg n'existe qu'à l'état d'esprit, en tant que justement la réalisation, ou bien l'accès à un monde, du propre monde ou de son rêve, et ce rêve reste hors de portée. C'est-à-dire que
le bourg, la palanca est toujours hors de portée. Pourquoi? Eh bien parce que dans la palanca, dans le bourg, il n'y a pas de vrai sujet. Il n'y a pas de sujet agent. Il n'y a pas de sujet, pas d'expérience qui ne soit trafiquée, qui ne soit simulacre. Il n'y a que des simulacres. L'esprit de bourg représente une éternelle agonie pour celui qui y adhère. Alors, la philosophie de Bourg, donc ce livre-là, est écrit dans un langage tout à fait inhabituel, ça n'appartient à aucune école de philosophie, un langage hermétique, très très difficile à suivre, difficile à traduire, extrêmement difficile à traduire, je le sais parce que j'ai essayé, et ça parle... Alors, rétrospectivement, cela me semble un ouvrage fondamental sur ce qui est notre condition, c'est-à-dire la condition d'une modernité ratée, sur l'exemple concret yougoslave. Je me suis entendu dire récemment, justement, depuis sa mort, que le plus grand penseur serbe est mort. Moi, je dis non, ce n'est pas ça. Surtout que jamais il n'acceptait cette identification nationale. C'est vraiment quelqu'un qui a une importance pour l'ensemble de l'espace yougoslave. Et il est resté sans écho. Son travail est resté sans écho et il est mort dans le silence et ignoré. Et je pense que cette absence d'écho est très très parlante. Alors comment passe-t-on dans une société amorphe, non intégrée, très moderne, entre guillemets, et cependant touchée par la modernité et industrialisée, comment y passe-t-on à la violence? La violence, dans ces circonstances, semble être constitutive du sujet politique ou pré-politique, entre guillemets, ce sujet en devenir ce sujet qui n'aboutit pas. Et à ce propos, donc, je vous cite une phrase, une phrase de Konstantinović pour étayer ça. La violence qui a amené la brutalité à son paroxysme est la seule façon de créer une réalité qui, parce que existentiellement absente, intangible, n'accepte de répondre qu'à grands coups. À grands coups par les mots, par le geste, par l'attitude, par le défi. Plus le sentiment de réalité est petit, dit-il, plus grande est la nécessité de la violence. La terreur dont parle Konstantinović, pour parler dans les termes de notre colloque, la terreur et la violence extrême dont il parle, c'est le nationalisme. Alors là, je m'approche à la fin de... J'ai combien de minutes? 5 minutes. 5 minutes. Alors, je vais sauter plein de choses. La palanca n'est jamais un potentiel de révolution, quoique un point de zéro pourrait l'être. On imagine qu'il pourrait l'être. C'est-à-dire que la palanca n'a pas d'issue émancipatoire. Il faut faire un pas de côté. Et il faut éviter la dichotomie de l'opposition entre violence et non-violence. La non-violence ne s'oppose pas, la violence et la non-violence ne s'opposent pas. On a vu ça ailleurs. Il faut, dit-il, résister au réel. Et la réalité dont la palanca est le pourrissement, dont le bourg est le pourrissement en modernité, elle est ce contre quoi il faut s'insurger. Le réel, dit-il, si je suis capable de réel, je cite, je suis le prisonnier de ce réel, je suis son agent passif. La conscience réaliste absolue, si telle chose devait exister, est une simple capitulation de la conscience parce qu'elle est la pure capitulation de toute action. Elle me chosifie, elle est la forme la plus élevée de l'aliénation. Je n'aime pas ceux qui jouent la carte sûre, dit-il. Fin de citation.
Alors, il y a un auteur auquel il m'a parfois fait penser et qui est traduit ici en ex-Yougoslavie, mais n'est pas traduit en français, c'est Klaus Teweleit pour son livre Männer Fantasien, n'est-ce pas? Il y a comme ça une parenté entre les deux. Klaus Teweleit est un peu plus dans la psychanalyse. Les deux sont un peu sur les bords. Konstantinovich n'utilise pas vraiment la psychanalyse, mais on pourrait penser à un élément de psy. Il y a une analogie. C'est aussi surtout un travail de rhétorique, dans le sens non pas des règles extérieures à un langage, mais dans le sens de comprendre comment fonctionne le langage, comment il inhibe, comment il nous encadre et limite par l'intérieur. Donc, fini sur Radomir Konstantinovich. J'étais à un colloque sur Gandhi ce lundi, où j'ai parlé de son idée de non-adhésion et de détachement, également l'idée de lâcher prise, et également il y a chez lui l'idée de ne pas céder aux oppositions et aux dichotomies. Gandhi est dans le sens indien un philosophe pratique, c'est-à-dire la priorité et la pratique philosophique, toujours en philosophie indienne. Il a inventé le yoga politique. Il n'est pas lui-même un philosophe théorique ni systématique, mais je renvoie au travail de Naoki Sakai pour montrer combien cette dichotomie entre la théorie et son objet, ou alors la théorie oui, la théorie et son objet, combien c'est une grille normative. Après, dans les philosophies indiennes, il y a de nombreux courants qui pourraient nous intéresser, et en particulier le bouddhisme développe également cette idée de détachement et des violences dans un sens, mais je n'aurai pas le temps de développer. Et alors, donc Darko Suvin, je ne parlerai pas du tout, mais j'aime au moins autant vous dire son nom, parce que j'espère que ça reviendra un jour ou l'autre. Et puis, il y a encore donc cette histoire de la violence contre les femmes et la guerre, pour faire le lien entre la violence en général tolérée par la société, et la violence extrême à échelle plus grande que l'on considère comme inacceptable. Et une petite phrase que j'ai prise dans El País, mais qui me semble bien cerner le problème, je cite: « N'importe quel pays démocratique décréterait un état d'exception, estado de emergencia, si un collectif identifié pour sa race, croyance ou idéologie était persécuté avec la même persévérance que celle avec laquelle les femmes sont maltraitées, assassinées, etc. La dimension universelle du problème de la violence machiste, loin de favoriser une réelle politique globale contre elle-même, pousse vers la résignation et le scepticisme. Dans beaucoup de pays, les femmes vivent en liberté conditionnelle. » Fin de la citation. Je pense que c'est très important de le dire, et je pense que le projet des femmes en noir est un projet politique et projet de société assez intéressant que j'aimerais voir développer. Je pense aussi que toute violence est sexuée, même quand elle n'est pas sexuelle directement, même quand son objet ne sont pas forcément les femmes. C'est-à-dire qu'elles peuvent être des victimes collatérales de la violence et du potentiel de la violence, et la plupart du temps, elles le sont.
Voilà, je vous remercie. Pardonnez-moi, les femmes le sont, elles ne sont pas les seules. Hein. Je n'allais jamais dire qu'elles étaient les seules victimes de cette situation, mais elles sont quand même assez emblématiques. Je vous remercie.